C'est une première dans le monde. Christian Clot a traversé en solitaire les 4 milieux les plus hostiles de la Terre. Son but, c'est de comprendre comment notre cerveau peut s'adapter aux bouleversements climatiques qui nous attendent. Jamais donc un homme n'avait parcouru ainsi les grands les grandes régions du monde les plus hostiles. Bonsoir Christian Clot, merci d'être avec nous. Alors l'Iran, 57 degrés, le Chili avec un vent à 130 km/h, la Sibérie en Russie, moins 70 degrés ressentis, et j'allais oublier le Brésil avec une humidité, un taux d'humidité de 100%. Quelle a été l'étape la plus dure pour vous ? Alors physiquement, la Sibérie, très froid, parce qu'on a tout le temps froid, il n'y a jamais de pause, c'est très prenant pour le corps. Et intellectuellement, c'est sûrement la Patagonie avec des vents très violents, on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors vous rentrez tout juste de Sibérie, il y a une semaine. Pourquoi cet intérêt pour les lieux extrêmes au juste ? Parce que ces lieux extrêmes nous poussent dans nos retranchements et sont des excellents simulateurs de situations de crise dans lesquelles il est intéressant d'étudier le cerveau humain face à des situations qui nous dépassent. On ne peut pas le faire dans des situations réelles de vie de tous les jours. Les milieux extrêmes en sont un simulateur intéressant. Alors votre projet, vous l'avez baptisé Adaptation, hein, c'est bien cela. En quoi ça consiste au juste ? C'est vraiment d'essayer de comprendre comment le cerveau humain, le système cognitif est capable de s'adapter à des situations qui le dépassent. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas imaginer une vie sans situation difficile, sans situation critique, sans changement. Et on va devoir s'adapter à ces changements. Alors vous, justement, comment vous faites, par exemple, en Sibérie, moins 70 degrés ressenti ? Comment fonctionne, vous, à titre personnel, déjà en termes de ressenti ? Qu'est-ce que, de manière cognitive, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Au début, on est complètement perdu par ces conditions. C'est terrible, on a mal, on a l'impression qu'on ne pourra pas survivre, que tout est là pour nous être hostile. Et finalement, on doit chercher à réapprendre. Par exemple, en Sibérie, on doit tout le temps porter des gants, on ne peut jamais vraiment se déshabiller, donc il faut trouver une lenteur de geste. Dès que je commence à transpirer, ça va geler. Donc tout doit se transformer pour pouvoir s'adapter à ce climat, et le cerveau est le premier vecteur de ça. Voilà donc pour l'objectif scientifique de ces expéditions. Des médecins ont effectué des tests sur vous, doivent le faire, ou est-ce que c'est déjà fait ? Alors on a mené un certain nombre d'études in situ, avec des capteurs, et puis on a aussi mené entre chaque expédition, avec le professeur Étienne Quéclin du laboratoire des neurosciences cognitives, des IRM par exemple, qu'on peut évidemment pas transporter sur le terrain, pour cartographier au fur et à mesure du temps mon cerveau, et voir finalement s'il y a des modifications qui vont s'opérer, des créations par exemple de connexions ou de neurones. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors ça, on aura la réponse dans un certain temps, parce qu'il y a énormément de données. Il y a beaucoup de paramètres. Analyser ces résultats. Il y a plusieurs laboratoires et plusieurs chercheurs qui travaillent dessus. Mais forcément, il faudra du temps. Et puis surtout, il faudra reproduire l'expérience. Moi, je ne suis qu'un cerveau. Et pour pouvoir avoir des études probantes, il faudra le refaire avec beaucoup de cerveaux. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ces prochaines années. Ce qui est sûr, vous me le disiez, c'est que vous avez perdu 4 kilos en Sibérie. Alors, l'idée, c'est que l'an prochain, une fois que l'on connaîtra d'ailleurs les résultats de ces tests médicaux sur vous, un groupe d'une vingtaine d'individus sera lui aussi plongé dans ces milieux extrêmes, froid, chaleur ou humidité. 10 hommes, 10 femmes pour mener la même expérience que vous. Certains téléspectateurs qui nous regardent sont peut-être intéressés. Comment allez-vous choisir les 20 personnes ? Alors, les sélections sont terminées aujourd'hui. On est dans la phase de sélection des candidats qui ont postulé ces derniers mois. On a reçu des centaines et des centaines de candidatures, ce qui montre l'engouement pour cette thématique. Aujourd'hui, on en a tous besoin, et on va devoir avoir la tâche difficile de sélectionner 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes. Autant dire que c'est pas évident, parce qu'on a vraiment reçu énormément de candidatures. Mais sur quels critères alors ? Il faut que ce soit des gens très sportifs ? Non, on cherche déjà des gens qui justement ne sont pas forcément... on ne cherche pas des surhommes ou des surfemmes, évidemment, on cherche des gens qui sont très motivés. Le marathonien, il a peu de chances d'être pris. Non, on a besoin peut-être d'un marathonien, mais on n'aura pas besoin de 20 marathoniens. On aura besoin de quelqu'un qui est plutôt scientifique, peut-être, quelqu'un qui a des motivations plus personnelles, peut-être familiale. Voilà, chacun aura ses motivations. La question, c'est est-ce que des motivations différentes peuvent apporter un résultat similaire ? L'idée, c'est donc de varier les profils. Des réactions, d'ailleurs, qu'on peut observer, pas forcément que dans les milieux hostiles, enfin en tous les cas, mais aussi en temps de guerre, par exemple, ou en temps de tsunami. On le voit dans l'actualité, notamment il y a la guerre en Syrie. En fait, ce sont aussi des processus qui entrent en compte face à un acte agressif. Absolument. Malheureusement, la crise, elle peut être n'importe quand, partout. On peut malheureusement aller à un concert et se retrouver face à une situation qui nous dépasse complètement, qu'on n'a pas prévue, et surtout qu'on ne peut pas modifier. Nous ne sommes pas maîtres de la situation, et nous devons trouver une solution de nous adapter à cette nouvelle situation et de s'en sortir. Or, on n'est pas préparé à ça. Très mal. Mais ensuite, quels sont les champs d'application ? Parce que très bien, on découvrira sans doute que l'homme peut s'adapter, par exemple, plus à la chaleur qu'au froid, ou vice-versa, ou à l'humidité. Après, qu'est-ce que ça peut
engendrer pour nous? On parle parfois des changements climatiques qui nous attendent, c'est ça? Oui, alors les changements climatiques pourraient nous influencer. Cela dit, j'espère que nous n'aurons pas des 60 degrés positifs dans le sud de la France ou à Paris. Ouais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que nous cherchons plutôt à comprendre comment le cerveau se transforme et comment on pourra l'aider à mieux se préparer. Finalement, nous sommes un peu démunis face à cette situation parce que nous ne nous préparons pas suffisamment. On pourra peut-être imaginer des programmes de formation pour aider les gens à être prêts à résister un peu mieux à des situations imprévues. On ne pourra pas les former à la situation, mais à mieux s'adapter à toutes les situations. Adaptation, c'est donc le titre de ce projet, de cette expédition scientifique. Plus d'informations, bien entendu, sur Internet. Merci à vous, Christian Clot, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes donc explorateur.